Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, tenue prochaine d'un référendum sur la révision de la Constitution au Burkina Faso. Le gouvernement espère ainsi lever le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Au Libéria, la population angoissée alors que l'épidémie d'Ebola peine à être maîtrisée. Une situation qui a provoqué de nombreux changements dans les rapports entre citoyens. Le point dans cette édition. Et puis le musée des bijoux royaux d'Alexandrie réouvre ses portes après 3 ans de suspension. Symbole, selon le gouvernement, d'une stabilité retrouvée en Égypte. Au Burkina Faso, la révision de la Constitution est au cœur de l'actualité politique. Cette mesure doit permettre la candidature à l'élection présidentielle de novembre 2015 du chef de l'État, Blaise Compaoré, et lui permettre ainsi de briguer un 5e mandat. Un projet de loi appelant à l'organisation d'un référendum sera bientôt soumis au Parlement. Ipra Radendiaye. La réforme de la discorde. Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à organiser un référendum pour modifier la Constitution. La question essentielle de la révision de l'article 37 de la Constitution, qui limite actuellement à 2 le nombre de mandats présidentiels, divise le pays. En application du titre 15 de la Constitution, le Conseil extraordinaire des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution qui sera soumis à l'Assemblée nationale en vue de la convocation du référendum. Camarades, le CDP tient à réaffirmer son attachement à la révision de la Constitution du 11 juin 1900. Ce nouveau projet de révision constitutionnelle pour autoriser le chef de l'État à briguer un 5e mandat présidentiel semble être de trop pour la société civile et l'opposition. Aujourd'hui, le Burkina Faso a soif d'une démocratie réelle. Cette démocratie, elle va s'ancrer à travers des pratiques vraiment beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus proches de l'écoute des populations, beaucoup plus proches donc à travers une gouvernance beaucoup plus proche des intérêts des populations. Et nous disons au contraire que avec l'expérience dont nous sommes aujourd'hui nantis, parce que nous avons participé à la gestion du pouvoir, nous connaissons les difficultés, nous connaissons les obstacles, mais nous avons aussi appris à écouter ce peuple. Le président du Faso a signé, ratifié au nom du Burkina Faso la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui dit que pour les amendements à la Constitution, les États partis doivent s'assurer qu'il y a un consensus et ce consensus peut être appuyé par un référendum. On n'a pas dit d'organiser un référendum au préalable. Il faut rechercher le consensus. Le 4e mandat du président Blaise Compaoré touche à sa fin en novembre 2015. Rappelons que la Constitution a été déjà révisée 7 fois depuis son adoption par voie référendaire en 1991. L'université du Caire en Égypte frappée par un attentat. Au moins 5 policiers et 4 civils ont été blessés ce mercredi par l'explosion d'une bombe aux portes de l'établissement au centre de la capitale égyptienne. Une nouvelle attaque qui vient se greffer à la vague d'attentats visant les forces de l'ordre depuis la destitution du président Mohamed Morsi. Des attentats le plus souvent revendiqués par des groupes djihadistes. Amnistie pour tous les opposants en vue d'une participation au dialogue national en Guinée équatoriale. Le document a été ratifié ce mardi par le chef de l'État, Teodoro Obiang Bazogo. Objectif affiché, rassembler les forces vives de la nation autour de ces pourparlers prévus en novembre prochain. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Serge Kofi. Une amnistie générale pour tous les opposants condamnés par les tribunaux de Guinée équatoriale pour les délits politiques dans l'exercice de leur activité. C'est ce qu'a décrété le président équato-guinéen Obiang Bazogo ce mardi. Plus aucun opposant au régime ne sera donc inquiété et tous pourront participer au dialogue national entre toutes les forces politiques du pays, légalisées ou non sur le territoire national ou en exil. Une table ronde opposition et pouvoir prévue pour le mois de novembre prochain. La signature de cette amnistie est une garantie pour ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'ils sachent qu'ils auront toute la sécurité à l'intérieur du pays. Le gouvernement ne peut pas signer l'amnistie et après la violer. Tout ceci est parfaitement bien établi. Début septembre 2014, face à la persistance de l'opposition,
Le président équato-guinéen acceptait de réunir toutes les forces politiques autour d'une table. Pour les partis de l'opposition tels que la Convergence pour la démocratie sociale, le CPDS ou Force démocrate républicaine, le FDR, il fallait des conditions préalables. L'opposition réclamait une amnistie pour tous les opposants en exil et une légalisation de certains partis politiques avant de s'asseoir à la table du dialogue national. Le fait que le président de la République accepte le dialogue et qu'il accepte aussi l'une des conditions importantes signifie qu'il faut continuer de négocier pour arriver à un véritable dialogue. Notre intention n'est pas de faire un dialogue pour faire un dialogue. Nous ne voulons pas un dialogue fantoche. Nous voulons un dialogue qui arrive au changement réel de la situation politique et sociale en Guinée équatoriale. L'amnistie est effectivement un pas positif, il en manque d'autres. Il faut continuer nos efforts et mettre la pression pour qu'on arrive à un dialogue sincère. À quelques semaines de la tenue de cette table ronde, opposition et gouvernement restent sur leur garde. Du côté de l'exécutif, on persiste. Ce n'est pas une conférence nationale, mais un dialogue inclusif. Côté opposition, pour que cette rencontre ne se transforme pas en un dialogue de sourds, elle assure qu'elle doit avoir son mot à dire sur le cadre et les modalités de cette table ronde. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation contre le virus Ebola se poursuit. Une initiative panafricaine nommée Give Against Ebola a été lancée pour inciter les populations vivant sur le continent à contribuer financièrement aux efforts déployés dans la lutte contre la maladie. Selon le dernier bilan publié par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola a fait à 4 555 morts, un chiffre alarmant qui pousse à un appel aux dons. On écoute à ce propos Valérie Traoré, coordinatrice de la campagne Give Against Ebola. Nous avons cherché un moyen de les aider. Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait rien en place pour les aider, nous avons alors décidé de créer ce soutien. Cela nous permet de donner pour cette cause et de faire appel à d'autres personnes pour contribuer à la lutte. C'est comme ça que la campagne Give Against Ebola est née. Et le Libéria est l'un des pays les plus touchés par Ebola avec près de 2500 décès. Sur place, la psychose gagne les populations au point de modifier les habitudes quotidiennes. Sur le plan économique, les retombées de la maladie se font également ressentir. Le point avec Marina Vanier. Au Libéria, le virus Ebola affecte la vie quotidienne de la population. Éviter tout contact physique est l'une des mesures préconisées pour stopper la propagation de l'épidémie. La maladie a de ce fait modifié les rapports entre les citoyens, que ce soit dans les habitations ou encore les lieux de culte. L'église est un lieu où beaucoup de gens se rassemblent, mais il n'y a pas une poignée de main à l'église. Il n'y a pas d'étreinte. Nous sommes tous séparés. Selon la Banque mondiale, les pertes économiques pourraient atteindre 32,6 milliards de dollars d'ici fin 2015 si l'épidémie ne parvient pas à être maîtrisée. À l'heure actuelle, les conséquences du virus sur le panier de la ménagère commencent à se faire ressentir. Nous avions l'habitude d'acheter un demi-sac de riz pour $1150. Depuis que le virus Ebola s'est déclenché, le prix a atteint $1500. Même un sac entier de riz est à $50. C'est vous dire la situation difficile que nous rencontrons sur les marchés. Alors que les malades sont dans un état très faible dès l'apparition des symptômes et qu'ils sont dès lors incapables de se déplacer, les transports en commun suscitent une psychose au sein de la population. Je ne suis pas heureux d'utiliser les transports publics. Mais comment voulez-vous vous déplacer? Vous ne pouvez pas faire autrement. Bon, par contre, des mesures ont été prises. Ainsi, tous les sièges qui étaient réservés pour 3 personnes doivent être occupés par maximum 2 personnes aujourd'hui. Pour que vous ne vous touchiez pas, c'est une des mesures prises par le gouvernement. Depuis le début de l'épidémie, la morosité s'est installée au Libéria. Pour autant, Médecins sans frontières appelle les populations à garder espoir, alors que ce mercredi, l'ONG a annoncé qu'un 1000e survivant était sorti de l'un de ses centres de traitement en Afrique de l'Ouest. Une nouvelle qui rejoint celle du Nigeria qui a annoncé officiellement être hors de danger du virus Ebola. De la culture pour clôturer cette édition, réouverture en Égypte du musée des bijoux royaux d'Alexandrie. Il avait été fermé par 2 fois suite à l'insécurité post-révolution en 2011. Pour le gouvernement égyptien, il s'agit là d'un gage de retour de la stabilité dans le pays. Explication avec Marina Vanier.
3 ans après sa fermeture, l'Égypte rouvre le musée des bijoux royaux d'Alexandrie. L'établissement avait suspendu ses activités en 2011 suite à l'insécurité régnante après les émeutes révolutionnaires qui ont chassé du pouvoir l'ancien président Hosni Moubarak. Le musée abrite une collection riche de 924 pièces de bijoux, médailles et autres objets de valeur ayant appartenu à la dynastie de l'ancien roi Mohamed Ali jusqu'en 1952, année où le roi Farouk a été déposé. La réouverture du musée des bijoux royaux d'Alexandrie est un indice de retour de la sécurité. En particulier parce que le musée était resté fermé durant les 3 dernières années en raison de l'insécurité qui régnait dans le pays. La réouverture donne un message fort. Le musée est entièrement sécurisé grâce à des caméras et des dispositifs de sécurité. Des pièces rares comme le jeu d'échecs de Mohamed Ali en pierres précieuses ou les diamants de la couronne de la reine Farida s'offrent aux yeux émerveillés du spectateur. À l'origine, le musée était le palais de Fatma al-Zahra, Fatma Ali Eder, Mustafa Fadel et son grand-père Ibrahim Pacha, fils de Mohamed Ali. Suite à son décès, le palais a été placé sous le contrôle de l'État et servait de palais d'hébergement. Puis, en 1986, le bâtiment a été transformé en un musée pour abriter les bijoux de la famille de Mohamed Ali, qui a gouverné l'Égypte de 1805 jusqu'à la révolution du 23 juillet 1952. Alexandrie est depuis la période antique un important centre de la culture. En plus du musée, la ville abrite la fameuse bibliothèque qui fonda sa notoriété. Alexandrie est la 2e plus grande ville du pays, après le Caire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.